Marhaba bikoum, bonsoir tout le monde. Microscope de ce soir, Algérie, rentrée scolaire et violence dans les stades. Nous allons discuter de ces deux thèmes ce soir avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir Azwaou Chemrouk, militant politique. Azwaou Chemrouk, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir à tous. Euh, Bon, vous m'entendez? marhaba- ouais, très bien. Maintenant, oui. Bonsoir, bonsoir Hussein, bonsoir à toute l'équipe technique, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent actuellement, bonsoir à vos invités, notamment Kamal, et merci pour l'invitation. Merci Azwaou Marhaba. Avec nous aussi Kamel Mourtefi, universitaire, militant politique depuis le Canada. Kamel, bonsoir. Bonsoir Hussein, bonsoir Zouaou Chemrouk, bonsoir à l'équipe de Maghrébia, bonsoir à toutes celles et ceux qui nous écoutent maintenant, bonsoir à vos invités, ceux qui vont nous rejoindre, et merci pour l'invitation. Merci à vous. On dit que même Majid Hachour est avec nous. Majid Hachour, avocat, militant politique. Bonsoir. Marhaba bik. Bonsoir tout le monde, bonsoir Faustine, Zoa, Kamal, c'est un plaisir de passer à microscope et c'est un plaisir aussi de constater le retour de Maghrébia sur le satellite et merci pour l'invitation. Vous m'entendez? Inch'Allah. Inch'Allah, il va revenir d'une manière officielle. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci Majid. On a un petit problème quand même de son avec Majid, je pense, hein, les amis de la régie. Si c'est possible de régler ce petit souci. Azwa, on va commencer peut-être on va commencer par la violence dans les stades. Hein, la fin du match entre le Mouloudia d'Alger et le club tunisien US Monastir dans le cadre du tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF a été méchamment entaché par de la violence, des scènes de violence, de vandalisme et même on a enregistré la mort d'un supporter, Allah yarhamou. Il y a de la violence dans la société, il y a de la violence dans les écoles, il y a de la violence dans les rues, il y a de la violence dans les stades, il y a de la violence dans les universités, il y a de la violence dans les hôpitaux, il y a de la violence partout, dans les familles, dans les quartiers. Oui, effectivement, Hussein, donc je tiens à présenter mes sincères condoléances à cette personne qui a perdu la vie. Mais malheureusement, comme vous le dites, c'est que la violence est multidimensionnelle et omniprésente dans la société algérienne. C'est paradoxal, hein, c'est-à-dire que ce qui s'est passé en 2019, le pacifisme qu'on a vu du peuple algérien, paradoxalement, c'est-à-dire notre société souffre de violence, ce qui peut s'expliquer. Je pense que y a des sociologues qui se sont penchés là-dessus pour expliquer un peu les raisons de cette violence. C'est que il faut savoir une chose, c'est que dans les stades notamment, c'est pas une violence, c'est-à-dire nouvelle, hein, c'est que c'est une violence qu'on a vécue. Moi, je suis un jeune Algérien qui suit un peu le football. La violence dans les stades, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est la violence, c'est juste qu'aujourd'hui, on a des moyens de communication et on a les réseaux sociaux qui permettent de propager rapidement, c'est-à-dire ces actes-là. Mais la violence était toujours de mise dans les stades algériens. Moi, je me rappelle que les arbitres étaient les premières victimes et il y avait, Oui. c'est-à-dire une forme de normalisation de violence contre les arbitres et tout le monde acceptait ça d'une manière normale. Et puis, les raisons qui peuvent expliquer ça, c'est qu'il y a tellement de raisons. Donc, vous avez des raisons culturelles, vous avez des raisons sociologiques, des raisons politiques. Moi, j'aimerais bien me pencher sur des raisons politiques parce que je ne suis pas sociologue de formation, donc je ne vais pas m'avancer sur le sujet sociologique, si vous voulez, ou l'aspect sociologique de la violence. Mais politiquement, c'est que le pouvoir algérien, il faut le dire, c'est qu'il s'est constitué à partir de la violence, grâce à la violence. On peut le rappeler, c'est que si on peut remonter à la genèse de la violence. D'ailleurs, Azwa, la présence de la gendarmerie hier sur les gradins, justement, a suscité beaucoup de questions et de questionnements.
Justement, parce qu'au fait, c'est que je vais l'expliquer, on va arriver là. C'est-à-dire que la jeunesse de la violence a été justement, si vous voulez, cristallisée avec l'assassinat de Abban Ramadan. C'est-à-dire que ce n'est plus des solutions politiques, ou ce n'est plus le politique ou le primat du politique c'est-à-dire pour régler les problèmes algériens, mais c'est plutôt la militarisation. C'est-à-dire qu'en 57, quand on a décidé d'assassiner Abban Ramadan, donc en fait, on a assassiné un slogan qui est connu aujourd'hui, c'est-à-dire le primat du politique sur le militaire. Donc, à partir de là, c'est-à-dire qu'en 62, avec le coup d'État, oui, on peut l'appeler comme ça, sur le GPRA, et puis le coup d'État en 65, ça veut dire que c'est toujours la violence qui prime. Ça veut dire celui qui a le monopole de la violence, c'est-à-dire celui qui a la force à ses côtés, c'est celui qui a le pouvoir. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe actuellement. Quand on voit que l'armée, c'est elle qui décide du président de la République, c'est elle qui décide des postes clés politiques dans l'État algérien, ça explique, c'est-à-dire la gestion sécuritaire de tout ce qui est politique. On peut le voir dans la société, quand il y a un problème social ou un problème économique ou un problème d'un secteur, c'est-à-dire corporatiste, si on peut le dire. Ce n'est pas le ministre tutelle qu'on envoie, mais on envoie généralement la police, la gendarmerie pour régler les problèmes. Donc, cette manière de gérer les choses d'une manière sécuritaire engendre c'est-à-dire le sentiment chez l'Algérien ça veut dire qu'il est opprimé. Quand on sait qu'il n'y a plus de justice, parce qu'il faut le rappeler que le sentiment d'un Algérien, je pense que tous les Algériens aujourd'hui le sentent, que la justice ne fait pas son travail. Ça veut dire que cette volonté d'aller, c'est-à-dire prendre ses droits d'une manière judiciaire, d'une manière paisible, n'existe plus, parce qu'on a ce sentiment que la justice ne fait pas son travail. Donc ça fait en sorte à ce que l'Algérien passe vers la violence pour se faire justice, si vous voulez. Et vous avez parlé de la présence de la gendarmerie. Vous savez, c'est que c'est un système dictatorial et c'est un système qui se base sur la violence. Donc pour lui, on peut mettre en question la compétence de ceux qui nous dirigent. Si vous voulez, pour eux, la violence face à la violence des jeunes dans les stades, il faut une violence de l'État, si vous voulez. Alors qu'on aurait pu penser à ça d'une manière plus politique, mais malheureusement, comme ce n'est pas des politiques qui décident aujourd'hui, c'est les militaires, donc on aurait pu penser à réfléchir sur cette question d'une manière politique et à apporter des solutions politiques. Une des solutions politiques, c'est la justice. Une des solutions politiques, c'est justement, quand je dis la justice, dans tous ces aspects. C'est-à-dire que ce soit la justice autant que justice, que ce soit la justice économique, la justice sociale, la justice partout. Alors que aujourd'hui, on n'a pas tendance à régler les problèmes d'une manière politique et à apporter des solutions politiques. Donc, ça fait en sorte à ce que l'Algérien c'est-à-dire trouve des solutions dans la violence. Et voilà, on voit aujourd'hui les scènes comme on les a vues hier. Merci Azwa, restez avec nous. Majid Hachour, nous allons juste regarder cette vidéo et je reviens. Majid Hachour, c'est trop de violence, ces images justement. Pourquoi on fait rentrer encore les jeunes dans les stades comme ça, de cette manière-là? Pourquoi il y a une seule porte? Pourquoi il y a un seul guichet? Pourquoi il n'y a pas de vente sur Internet? Pourquoi il n'y a pas 4, 5, 6 portes? Pourquoi il n'y a pas des stadiers, tout simplement? Pourquoi de la gendarmerie? Autant de questions qui se sont soulevées aujourd'hui et hier. La preuve que le problème n'est pas dans la justice. Désolé de contredire mon ami Azwa. Mais le problème n'est pas dans la justice. Si vous avez remarqué, Houssine, on en a déjà discuté plusieurs fois en off, depuis depuis la répression du Hirak. On a assisté dans les tribunaux à une recrudescence de délits tels que les CBV, coups et blessures volontaires, les insultes, les harcèlements.
et ceci depuis pratiquement 2021. Entre 2019, en 2020 et 2021, il n'y avait que, si vous voulez, les délits basiques. Escroquerie, chèques sans provision, détournement. Mais déjà entre 2019 et 2021, on n'a pas vu beaucoup de CBV. À partir de 2021, on a assisté à les délits que je viens de citer. Ça, c'est d'un. Des deux. Il y a une recrudescence de crimes relevant du meurtre, de l'assassinat, depuis 2021 et plus. On a vu ce qui s'est passé au stade. Bon, on n'en a pas assez vu parce que ce qui s'est passé entre 2021 et aujourd'hui, c'est qu'il y a eu beaucoup de rencontres qui se sont déroulées à huis clos parce que je vais dire la raison. Donc, dans le fond, la justice, elle condamne le prévenu et dédommage la victime. Mais est-ce que ça s'est arrêté? Ça s'est pas arrêté. Pour dire que c'est la justice qui ne fait pas son travail ou qu'il n'y a pas de justice. C'est vrai, il n'y a pas de justice, ça on le sait, mais c'est pas la justice qu'on doit incriminer dans ces cas. Il y a l'oppression. Il y a absence de liberté d'expression. L'individu algérien est opprimé. L'individu algérien est humilié, maqhour. Mais justement sur ce point, Majid Hachour, tout le monde sait que c'est sensible les stades en Algérie, et tout le monde sait que les hirak viennent des stades, enfin, à un pourcentage très élevé quand même. Et pourquoi vouloir justement toucher à ce symbole? Est-ce qu'il y a des gens, parce que nous avons dit qu'il y a des lectures dans ce sens, pour revenir, c'est qu'ils ont interdit la liberté d'expression. Ils ont oppressé tout le monde. Ils ont opéré par la politique de la répression. C'est-à-dire, au lieu de trouver une réponse politique à des problèmes posés du point de vue politique et responsable, ils sont attelés au domaine répressif. Regardez aujourd'hui, on assiste à quoi? On assiste à l'absence de la médiation sociale. On assiste à la médiation politique. Et on voit le tout répressif et le tout sécuritaire à quoi il nous a mené. Additionner, bien sûr, ce que vous venez de dire au manque d'organisation. J'ai vu une vidéo hier, plutôt avant-hier, sur comment ils vont organiser les rencontres au niveau du stade Aït Hamed. Et ils prennent les gens pour des moutons. Je m'excuse du terme, ils prennent les gens pour des moutons. Vous l'avez bien dit, on parque des individus. On les parque avec, sur 60 000 ou 50 000. Les stades maintenant, alhamdoulilah, ils contiennent au moins une contenance de 25 000 spectateurs. Le stade d'Aït Hamed, 50 000. Celui d'Ali Ammar, il est à 60 000. Et on permet des passages à un. On permet des passages à un seul individu sur 60 000. Comment vont-ils organiser tout cela? Le stade d'Ali Ammar, architecturalement, il est beau, c'est un beau bijou, mais il y a eu des malfaçons. Il y a eu des vides. Pourquoi le pauvre gars, il était tombé? Parce qu'il y a des vides que des gens, que des architectes ont fait remarquer. Il y a des vides entre ce stade. C'est une manière, pour eux, c'est une manière esthétique, alors que esthétiquement c'est bien, mais point de vue sécurité pour les supporters, c'est vraiment dangereux. C'est pour ça que le jeune là, le jeune est mort. Donc, je résume. Il y a la répression, il y a l'oppression, il y a l'absence de médiation sociale, médiation politique, empêchement de l'expression et additionné à la malorganisation qui ont fait qu'on arrive à ce qui s'est passé hier. Ça, c'est d'un. De deux, j'ai remarqué une chose. Avant, c'était les policiers. Les policiers, parce que
Quand il s'agit des villes, quand il s'agit de l'urbain, c'est les policiers qui font le travail de canaliser les foules, le travail de l'ordre, ils font la circulation. Ces derniers temps, on assiste à l'émergence des gendarmes, du corps de la gendarmerie qu'on respecte et qu'on admire pour le travail qu'ils font, surtout dans les grosses affaires. On assiste à leur transformation en police urbaine, alors qu'ils n'ont pas l'expérience de la population. Le seul corps qui a l'expérience de la population et de sa gestion, c'est les policiers. Ils les ont ramenés alors qu'ils n'avaient aucune expérience dans la gestion de la population et des supporters. Qui s'est posée depuis hier, Majid. Pourquoi la présence de la gendarmerie, pourquoi pas de la police, pourquoi pas de la GSN, pourquoi pas des stadiers? Kamel Mourtefi, nous allons regarder cette vidéo et je reviens vers vous. Kamel Mourtefi, une violence extrêmement violente, même à regarder. Kamel Mourtefi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant de violence? Est-ce que ces jeunes sont poussés vraiment à la violence par la gendarmerie, comme montrent ces images? Et connaissant la société, les jeunes Algériens, ils aiment le football, ils réagissent des fois de manière excessive. Nous avons vu des matchs qui se terminent comme ça avec des violences, mais je ne fais pas la même analyse cette fois-ci parce que je ne pense pas que les jeunes ont réagi parce qu'ils ont perdu un match contre la Tunisie. Ils n'ont pas perdu, ils ont gagné. Plutôt c'est-à-dire que 2-0, ouais, c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réagi parce qu'ils ont perdu, ils n'ont pas réagi parce que ils ont l'habitude d'accueillir. Pourquoi la provocation, Kamel? Pourquoi on a provoqué ces jeunes? Parce que on connaît nos supporters, ils sont accueillants, ils sont hospitaliers quand il s'agit des équipes étrangères. Au contraire, on les accueille bien et tout ça. Mais ça veut dire que, grosso modo, écoute, les analyses, il faut les faire encore, il faut laisser les spécialistes, les sociologues, les analyser, donner plus de détails. Mais sur le plan politique, ça semble que déjà le climat, l'ambiance dans la société, ça semble que cette élection entre guillemets du 7 septembre ne semble pas apporter une nouvelle ambiance, de l'enthousiasme, de l'espoir, parce que normalement, après une élection, le peuple, il va, surtout, on n'est pas même pas une semaine après une semaine de cette élection-là. Normalement, dans ce genre de situation, le peuple, il rentre dans une phase d'attente pour donner crédit, pour donner le temps à celui qui est élu de montrer l'orientation, la direction qu'il va prendre, les solutions à apporter aux problèmes posés durant la campagne, s'il y avait campagne, et en général aux problèmes que vit la société en politique et en économie, sur le plan social. Donc ça ne semble pas que cette élection a apporté de l'apaisement, a apporté des signes d'espoir. C'est le contraire. Ça veut dire que le marasme, il est là, la société, elle est dans le stress permanent, et nos jeunes,
tellement qu'on a fermé tous les espaces de débat, tous les espaces d'expression. Il leur reste la tribune des stades. Avec ça, on tente de la museler. Kamel Mourtifi, ce que vous dites justement me renvoie à un tweet qui est vraiment qui est devenu viral depuis hier. Il est sur X, donc ex-Twitter. Le jour de l'inauguration du stade de Ali Ammar, octroyé au club par décret présidentiel, ce stade cher au président, qu'on l'aime ou pas, entre parenthèses, qui le suit depuis qu'il était ministre, à quelques jours de sa réélection, et 24 heures après des mouvements et des nominations à la tête d'appareils sécuritaires importants. C'est quoi le rapport avec cette violence? Oui, parce que nous l'avons toujours dit que cette élection ne s'est pas déroulée dans le consensus total, que ce soit dans la société, que ce soit au sein du régime, au sein des différents clans du régime. Donc automatiquement, on doit s'attendre à des manœuvres de déstabilisation. Et il y a beaucoup de clans dans le système qui n'ont pas digéré la reconduction de Tebboune. Et automatiquement, il va y avoir des remous, il va y avoir des mouvements, il va y avoir des chamboulements dans la vie des Algériens. C'est comme ça. Il va y avoir des manipulations. Est-ce qu'ils sont capables, Kamel, d'aller sur ce terrain, provoquer de la jeunesse, sacrifier des jeunes comme ça? Oui, ils sont capables. Ils l'ont fait plusieurs fois en Kabylie. Hein. 2001, c'était un exemple. L'assassinat de Matoum Louna, c'était un autre exemple. À chaque fois, on prend une partie de la population, on essaie de la manipuler et on joue avec dans une guerre des clans. Donc, c'est-à-dire qu'on essaye de responsabiliser celui qui manipule, il essaye de mettre l'autre dans une situation embarrassante pour qu'il quitte le pouvoir, pour affaiblir son pouvoir. Donc, c'est normal. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention, ne pas rentrer dans ces manipulations parce que ça ne servira pas à l'idée du changement. C'est pas parce que c'est un appel au peuple pour qu'il reste sans rien faire. Non, c'est pas parce qu'il y a des gens qui manipulent qu'on ne fera rien du tout par peur d'être manipulé, d'être utilisé. Non, c'est pas ça. Il faut s'associer juste à des actions qu'on a réfléchies ensemble. Des actions contre le pouvoir, de revendications pacifiques pour changement de système de gouvernance. Mais rentrer dans ces combines de lutte de clans et répondre par la violence à une manipulation qui vise à déstabiliser un clan, il faut être responsable. Il faut pas répondre. Il faut cesser de servir de chair à canon au profit de clans. Parce que si, dans ce genre de situation, un clan qui va réussir à mettre l'autre de côté, ça ne sera pas au profit du changement voulu par le peuple dans le Hirak, ça sera au profit du même clan qui va reprendre les forces du pouvoir, les forces sécuritaires, et asseoir son pouvoir et continuer. Mais il reste que la grogne, elle est là. C'est pour ça qu'il y a ceux qui veulent l'utiliser, la manipuler. Il reste que la société n'est pas satisfaite. Il reste que les espaces de liberté d'expression sont réduits. Il reste à ces jeunes la tribune pour exprimer le rejet. Nous avons écouté les chants dans les tribunes. Ce ne sont pas des chants sportifs pour accompagner l'équipe. Ce sont des rejets. Ils expriment des rejets sur le plan politique, sur le plan social. Donc, même hier, Kamel, d'ailleurs, hein, hier, il y avait des slogans du Hirak, justement, dans le stade. Exactement. Donc, il va y avoir, on peut faire plusieurs lectures. Mais personnellement, je n'ai pas une lecture complète de ce qui s'est passé, mais d'après ce que j'ai lu sur Facebook, il se pourrait, donc je le dis au conditionnel, il se pourrait que le pouvoir, il est en train de tenter de fermer le dernier espace d'expression qui est le stade, la tribune. Donc, c'est pour ça, je donne un peu de crédit à cette idée-là, parce que cette lecture, parce que je n'ai jamais vu la gendarmerie dans les stades. La gendarmerie, c'est une force anti-émeute, un organe, un appendice militaire qui intervient contre la stabilité sociale et politique qui est menacée. Mais généralement, dans les stades, quand la police qui assure la sécurité dans le stade, la police qu'on connaît, hein, les stadiers comme vous les appelez, et ils sont là, quand ils sont dépassés, c'est la police anti-émeute. Donc c'est toujours de la police qui est appelée pour ce genre de situation. Pourquoi? Parce qu'on connaît en Algérie
la police est l'organe sécuritaire le plus proche du jeune, du citoyen, du plus... Non, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas l'organe de répression, ils pratiquent la répression, mais c'est l'organe sécuritaire qui est plus proche de la société, du peuple, contrairement à la gendarmerie qui est rejetée. Souvenez-vous, durant les 2001, en Kabylie, les jeunes qui ont brûlé les sièges de gendarmerie en Kabylie, ils n'ont pas demandé le départ de la police, mais ils ont exigé le départ de la gendarmerie. Ils ont pris un certain temps pour revenir. Donc c'est un organe, c'est un corps de sécurité ciblé parce qu'il est connu pour ses incursions sur la scène pour justement mater l'expression politique de la société. Donc elle intervient toujours comme un organe de répression militaire. Donc moi je me pose la question, pourquoi c'est pas la police anti-émeute qui a géré cet événement-là? Ça reste des questions auxquelles il faut répondre. Mais il y a une autre question aussi, Kamel, pourquoi avoir jeté justement des bombes lacrymogènes? 5 ont été jetées, pourquoi? Et sur le terrain, sur la pelouse? Je me rappelle, Hussein, durant 2001, j'étais aux côtés des députés du RCD à l'époque qui faisaient partie des délégations qui appelaient les pouvoirs pour arrêter de tirer sur les foules. Je me souviens, il y avait le commandant de gendarmerie de Bougie qui donnait instruction à la brigade de gendarmerie d'Erzram Quran pour arrêter de tirer sur les jeunes. Ils ont refusé les ordres. Ça veut dire qu'il y a des ordres qui viennent d'ailleurs. Et ces ordres-là, ils ont un objectif. Elles ont un objectif pour créer cette situation chaotique. La même chose dans le stade d'hier. C'est possible que... J'ai vu, hein, si on regarde un peu certaines images, il y a certains éléments parmi les services de sécurité qui refusent d'obéir à certains gradés, donc à certains officiers gradés. Ça se voit parce que la différence de l'uniforme désigne qui est brigadier, qui est chef, qui est... Donc, il y a un refus d'obtempérer dans les vidéos que j'ai vues. Il y a des ordres et des contre-ordres, peut-être, qui sont arrivés parce qu'il y a ceux qui veulent enflammer la foule, il y a ceux qui veulent la calmer. Et nous avons vu aussi la sagesse de certains comment s'appelle, supporters et tout ça, parmi la foule, qui ont tenté de calmer les esprits pour ne pas aggraver la situation. Donc cette situation, globalement, post-élection, n'a pas apporté de signe d'apaisement, ni de moyens d'apaisement, ni l'esprit même d'apaisement. Au contraire, elle maintient l'anxiété dans la société et ça ne pourra pas évoluer si on oppose la violence à la violence. Parce que quand on oppose la violence à la violence, ça va amplifier, ça va aggraver la situation. Voilà. Merci. Restez avec nous. Azwa, nous allons regarder cette vidéo, je reviens vers vous. Voilà, une scène de violence, comme vous l'avez vu. C'est passé. Azwa, pourquoi la presse, c'est-à-dire la presse officielle, parce que toute la presse algérienne n'en parle pas. Cette histoire est passée dans la muette, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Pourquoi on ne parle pas de ces événements à Azwa? Et pourtant, c'est des vidéos qui sont devenues virales, ils sont sur les réseaux. Donc pourquoi il parle pas? Pourquoi il n'y a pas un procureur qui sort, qui fait un communiqué, qui nous parle, qui nous dit qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a un mort, il y a des blessés? Oui, permettez-moi avant juste de répondre de saluer Maître Hachor Majid et juste de répondre, peut-être je m'étais mal exprimé tout à l'heure, peut-être parce que je crois qu'il a mal compris mes propos tout à l'heure quand je parlais de la justice. Bon, il est certainement mieux placé que moi pour parler de la justice, sauf que moi je parlais pas de la réponse de la justice dans le sens où des événements, ça veut dire que ces gens-là ou ces fouteurs de violence ont le sentiment d'impunité. Je ne parlais pas dans ce sens. J'essayais d'expliquer, c'est-à-dire un des éléments qui laissait l'Algérien passer à la violence. Hobbes, qui est un philosophe anglais, disait que la justice est la garante de la paix civile.
Ça veut dire que quand on n'a plus le sentiment c'est-à-dire d'une justice ou de l'existence de justice dans son pays, on a tendance à passer vers la violence. C'est-à-dire on a tendance à penser que la violence est la seule, c'est-à-dire régulatrice des rapports sociaux. Donc c'est dans ce sens que je voulais dire que j'ai parlé du sentiment d'injustice qui pourrait pousser les gens à la violence. Et puis, vous avez montré tout à l'heure des vidéos des gendarmes qui tabassaient un jeune. Je ne sais pas, je pourrais pas vous parler, si vous voulez, du contexte. Mais quand on voit ces vidéos, on se dit que c'est un jeune démuni et la gendarmerie est dépositaire de l'autorité publique. Elle doit être un exemple, c'est-à-dire même en utilisant la violence. C'est-à-dire quand on voit un jeune qui est par terre, je pense que ces gendarmes, c'est-à-dire c'est de ne plus le frapper, c'est-à-dire qu'il est neutralisé, si on peut dire, si on peut utiliser le jargon militaire. Il est neutralisé, donc il n'y a plus nécessité d'utiliser la violence. Donc la violence qu'on a vue, c'est une violence excessive. Et ce sentiment, et ce genre de... C'est des vidéos ou c'est des scènes qui se répètent dans la société algérienne tous les jours. Donc on l'a vu pendant le Hirak, même avant, on l'a toujours vu. Et puis le comble, si vous voulez, c'est que le sentiment, et je reviens sur le sentiment d'injustice, c'est que ces Algériens sont persuadés qu'ils n'auront jamais gain de cause à la justice algérienne. C'est-à-dire que c'est la gendarmerie qui va gagner si jamais ce jeune décide de les hésiter en justice. Malheureusement, c'est pour cette raison, c'est pour cette raison qu'ils se donnent même pas la peine justement de faire un communiqué, de communiquer là-dessus. Alors, pour le communiquer, peut-être que dans les jours à venir, on verra. C'est-à-dire, tout dépend de la pression médiatique, si vous voulez. Tout dépend, c'est-à-dire que l'ampleur de la chose. Parce que peut-être dans les jours à venir, on verra un procureur de la République qui est responsable de la juridiction parler ou peut-être médiatiser sur les événements. Et en plus, vous avez parlé qu'il y a d'un mort, ça veut dire que c'est quand même grave. Il y a mort d'homme, donc c'est pas quelque chose de, c'est pas une violence, si vous voulez, anodine ou une violence normale. Il y a mort d'homme, donc je pense que peut-être que dans les jours à venir, on verra un procureur de la République s'exprimer là-dessus, peut-être une enquête qui s'ouvrira, parce que quand même les événements sont graves. Maintenant, si on parle des médias, les médias algériens, bon après, hormis les journalistes qui sont dignes, qui cherchent toujours la vérité, les médias qui sont à la solde du pouvoir, ils ne vont pas en parler parce qu'ils vont mettre c'est-à-dire mal à l'aise, c'est-à-dire les dirigeants, c'est-à-dire que le pouvoir. Donc, à moins qu'ils aient des instructions de ce pouvoir, je ne pense pas qu'ils vont en parler à l'accoutumée, donc ils n'en parlent pas. Vous avez vu pendant le Hirak des millions d'Algériens dans la rue et aucun média n'en parlait. C'est au moment où le Hirak, c'est-à-dire le peuple est sorti, a pris le dessus, qu'ils ont commencé à parler timidement. Donc, des médias qui arrivent à cacher la sortie des millions d'Algériens dans les rues, donc ils n'auront pas de mal à cacher, c'est-à-dire ces violences. Merci Azwa, restez avec nous. Majid Hachour, dans la même question. Par rapport à la justice, Majid Hachour, est-ce qu'on pourrait s'attendre à un communiqué, à une société et enfin le rôle d'une société ou plutôt la vocation d'une société n'importe où dans le monde est de s'exprimer et de profiter de tous les espaces qui lui sont offerts pour se faire, soit la musique, soit l'art, soit on appelle ça le génie populaire, soit l'expression. Aujourd'hui en Algérie, qu'est-ce qui se passe? Tous les champs d'expression sont fermés, sont confisqués. La liberté d'expression, c'est une évidence, elle est réprimée. Le politique n'existe plus au profit du tout sécuritaire. La séparation des pouvoirs est inexistante. Le but et l'objectif d'un pouvoir totalitaire est de durer malgré et contre sa société. Et aujourd'hui, quand on empêche une société de s'exprimer,
Et alors qu'elle est condamnée à s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Soit qu'elle s'exprime pacifiquement quand le champ politique, quand les espaces d'expression lui sont permis, soit elle s'exprime par la violence. Ça, c'est pas une fatalité, mais c'est du déterminisme. Parce qu'une société, c'est avec ces jeunes, ces vieux, ces vieilles, ces femmes, sont faits pour s'exprimer. C'est les gens partent à l'étranger, font dans le harag, etc. Parce que ziyarnahum, comme a dit quelqu'un, que celui qu'on appelait le faqaqir. Parce que ziyarnahum, parce qu'on les a, Majid Hachour, je ne sais pas si vous avez lu le statut de Zaki Hannach sur cette question justement. ملخص ما حدث في ملعب دويرة عندما أصبح الدرك الوطني يسير ملعب كرة القدم، حدث ما شاهدناه وقس على ذلك في الوطن. يعني الحل الوحيد للجزائر هو عودة العسكر للثكنة مدنية ماشي عسكرية ولا حديث قياس. يعني ce slogan on l'a vu depuis hier. Qu'est-ce que je disais? C'est le totalitarisme asmam. C'est le totalitarisme je sais pas s'il y a un bon totalitarisme ou un mauvais totalitarisme, mais le nôtre peut être considéré comme le pire ou l'un des pires. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a tout le temps, alhamdoulilah, on a tout le temps tiré la sonnette d'alarme par rapport au traitement policier, au traitement répressif de l'expression populaire. Si on empêche, pourquoi? Parce que si on empêche, à chaque fois qu'on empêche une expression pacifique, survient une expression par la violence. Aujourd'hui, le risque pour l'Algérie, Mahri l'a dit, nous on l'a dit, le risque qu'il y aurait violence et qu'on chercherait des gens sages avec qui parler, on cherchera une opposition avec qui parler, mais on n'en trouvera pas. Ça c'est d'un, de deux. Quand ils vous montrent ces images, ça veut dire quoi? Ils savent ce qui s'est passé au scrutin pareil. Kamel, c'est bien entendu sur le sujet. On sait ce qui s'est passé pendant le scrutin passé. Il y a eu un rejet total et massif et pacifique. Eux, ça les arrange pas. Parce que c'est vrai, il y a des velléités, il y a des gens, même il y a des, maintenant aujourd'hui, liberté d'expression en Algérie ou pas, je le dis, je m'en fous. Il y a des clans qui poussent à la violence parce que ils en veulent à un autre clan. Kamel l'a bien cité, c'est bien entendu, l'a bien expliqué. Nous, on refuse ces questions, ces jeux claniques, on les refuse. Nous sommes avec le peuple. Ceux qui montrent ces images, ils provoquent le peuple. Mais le peuple, alhamdoulilah, il est majeur. Alhamdoulilah, il est consciencieux, il sait que c'est de la provocation. Il sait que c'est ce qui s'est passé hier n'aurait pas dû se passer. Il sait que ce qui s'est passé hier, c'était de la provocation. La preuve, on fait dans la violence quand une équipe perd. Pourquoi qu'on fait dans la violence quand une équipe gagne? C'est vrai qu'il y a l'aspect oppression, répression, etc. et besoin de s'exprimer, que les stades sont les seuls espaces d'expression qui nous restent. On s'est bien exprimé. Regardez les premières vidéos où on a, alhamdoulilah, ils ont repris tous les slogans du Horak. Mais apparemment, ça n'arrange pas beaucoup. Ça n'arrange pas beaucoup. Et la preuve, il s'est passé ce qui s'est passé hier. On a prouvé hier, c'est pas le peuple qui a fait dans la violence. Je suis désolé. Celui qui dit ça, c'est qu'il n'a rien compris à la guerre du Vietnam. C'est eux qui ont provoqué, c'est eux qui ont poussé à ce que la violence y est. Aujourd'hui, maintenant, on pourrait parler de justice. Mais le problème, c'est que d'hier à ces instants-là, il n'y a jamais eu un communiqué. C'est vrai qu'ils peuvent pas communiquer parce que s'ils communiquent, ils vont donner un sens politique à ce qui s'est passé hier. À la limite, pour cacher tout ça, ils pouvaient bien, par exemple, laisser un procureur des tribunaux des séances dont dépend le stade s'exprimer comme ça. Ça s'est fait. Auparavant, avec l'affaire Tejadit, avec plusieurs affaires où on a vu des procureurs s'exprimer, dire que bon voilà, il y a eu ce qui s'est passé, nous allons poursuivre tous les fautifs, on procédera à une enquête. Bon, le jargon classique. Merci, mais curieusement, ça s'est pas fait. Bon, est-ce que ça se fera demain ou après-demain? Ça, j'en sais pas. Mais l'essentiel, le plus important, c'est que aujourd'hui, on cueille
on cueille ce qu'on a semé comme violence, comme répression, comme oppression et il y a quelque temps. Aujourd'hui, ça nous rappelle plus encore et en plus fort qu'il faudrait ouvrir le champ politique, ouvrir le champ médiatique, laissons les gens s'exprimer, laissons les jeunes dire ce qu'ils veulent. On n'a pas à avoir peur de ce peuple, on n'a pas à avoir peur de ces jeunes. Justement, merci Majid. Restez avec nous, Majid. Il faut qu'on passe au deuxième sujet, mais avant, je redonne la parole à Kamel quand même sur cette question, sur la presse, les médias. Kamel Mourtfi, si vous voulez rajouter quelque chose. Kamel, à vous la parole. Il est clair maintenant, il est établi, il est confirmé par tout le monde que l'information en Algérie ne passe pas ni par ces télévisions, ni par ces organes de presse contrôlés, financés pour distiller le discours du système. L'information, l'Algérien puise l'information sur les réseaux sociaux, et le Maghrébien et tout ce qui reste comme alternative et les autres moyens, donc les plateformes qui sont offshore à l'extérieur. Donc le pouvoir, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il traite... Par contre, Kamel, excusez-moi monsieur Mourtfi, vous connaissez tous les médias algériens, surtout les plateaux à la balle, sport, foot, etc. en Algérie, et il y en a pêle-mêle, beaucoup. Mais sur cette question, il n'y a pas eu de débat. Il va y avoir de débats ce soir, hier soir aussi, demain sur le foot, sur les matchs, sur le championnat, mais cette question n'a pas été soulevée. Et pourtant, il y a mort. Oui, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. C'est-à-dire que la situation, c'est pas une simple révolte dans le stade. Ça dépasse les frontières du sport. C'est dans la politique maintenant qu'on doit situer cet événement-là. C'est un événement politique qui s'est déroulé dans un environnement sportif. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir, et automatiquement le pouvoir il va faire la sourde oreille, il va masquer l'événement, il va pas le montrer, et aussi on s'attend à ce qu'il y ait des mouvements à gauche à droite, parce qu'on entend maintenant certains hauts gradés de l'armée qui sont remerciés, d'autres ils leur ont payé tout inclus dans les prisons de Blida. Donc, on va voir l'évolution de la situation, on va la surveiller dans les prochains jours, les prochaines semaines, parce que la reconduction de Tebboune, elle n'est pas digérée encore. Merci Kamel Mourtfi. Restez avec nous à Zouaou. Donc le deuxième sujet, c'est la rentrée scolaire, c'est la rentrée sociale. C'est près de 12 millions d'élèves des 3 cycles d'enseignement en Algérie qui ont repris le chemin de l'école aujourd'hui, le 22 septembre. C'est l'occasion à Zouaou de se poser la question encore une fois, comme chaque année, sur l'état de l'école algérienne, de l'université, même si ce sera en octobre. Mais c'est l'occasion quand même de se poser ces questions. Comment va l'école algérienne ? Ouais, si je peux répondre à cette question, malheureusement, j'aurais souhaité dire le contraire, mais on connaît tous la situation de l'école algérienne, c'est-à-dire que ce soit sur la forme, que ce soit sur le fond. Hein. Sur la forme, si vous voulez, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de pédagogique, même on muselle les syndicats aujourd'hui, d'ailleurs, notamment après 2019, c'est-à-dire que c'est les syndicats qui avaient une certaine autonomie, une certaine indépendance, une certaine liberté à critiquer ou à tenir tête au ministère tutelle et au pouvoir, aujourd'hui, ils sont terrorisés malheureusement. Donc, ils ne peuvent plus parler, et même s'ils parlent, ils risquent des emprisonnements. Hein. Donc, on est tombé dans la militarisation et dans la dictatorisation de la société algérienne. Et on parlait tout à l'heure de la violence. Une des choses qui pousse à la violence, c'est la fermeture de ces espaces de dialogue entre c'est-à-dire partenaires sociaux, c'est-à-dire syndicats,
et ministère de tutelle. Donc quand on militarise, quand on terrorise les partenaires sociaux, donc ça donne cette situation de blocage et ça pousse les Algériens à la violence, malheureusement. Mais l'école algérienne, si on parle sur le fond, elle est sinistrée, l'école algérienne. Il faut le dire. Le programme algérien, c'est un programme qui est hyper chargé. Donc, moi, je vais essayer de parler politique. Hein. Je ne vais pas essayer de parler pédagogique parce que, ou bien de l'approcher d'une manière politique. C'est un programme hyper chargé et parfois il est inutile. Donc, parfois, on se demande pourquoi on nous apprend des choses, et même à certaines, si vous voulez, à certaines catégories. Certains parlent même des écoles délabrées, des classes surpeuplées aussi, aujourd'hui même, hein, même à Alger. Ça, si on parle des moyens, justement, oui. Parce que les moyens, il y a pas, on met pas assez de moyens pour l'école pour pouvoir, c'est-à-dire permettre aux jeunes Algériens de s'épanouir, de mettre les moyens. Aujourd'hui, les moyens, ils sont mis dans l'armée, si vous voulez. Donc, l'armée, elle bénéficie de 22 à 23 milliards de dollars, alors que le ministère de l'Éducation, qui est, à mon sens, le secteur le plus névralgique dans une société. Parce que si on veut... ça veut dire garantir l'école, on peut l'appeler, c'est une assurance vie d'une république, ou c'est une assurance mort publique. Ça peut être l'un ou l'autre. Malheureusement, dans notre pays, c'est une assurance mort de la République. On ne donne plus les moyens, et puis le programme, il faut le dire, le programme, il est otage d'une idéologie arabo-islamiste aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des incompétents à la tête de ce secteur, généralement d'une idéologie arabo-islamiste, qui veulent, ça veut dire, appliquer un programme. On a fait de l'Algérien un Algérien mutant, hein, donc on s'identifie plus c'est-à-dire à l'espace naturel de l'Algérie, mais on s'identifie plus à une, si vous voulez, à un espace culturel, à un espace idéologique. Et pourtant, Azwa, la rentrée 2024-2025 et s'annonce sous les signes de la modernité et la transformation digitale en Algérie. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Vous savez, c'est que Tebboune a parlé de la numérisation, ils ont parlé. Mais vous savez, c'est que quand on ne traite pas les choses dans le fond, parce que la numérisation, à mon sens, c'est qu'un canal, ce n'est qu'un moyen, c'est une forme qui peut aider l'enfant. Mais quand le programme en lui-même, c'est un programme qui est surchargé, un programme inutile parfois, un programme qui n'aide pas, ça veut dire qui ne promeut pas la science, qui ne promeut pas, ça veut dire c'est-à-dire tout ce qui est aspect critique, donc qui permet à l'Algérien d'avoir un esprit critique. Tout ça, si vous voulez, est balayé d'un revers de la main, comme on dit. Donc, pour moi, c'est que si on ne traite pas les choses dans le fond, c'est-à-dire que le programme algérien, d'essayer de l'alléger pour permettre aux écoliers d'avoir cette envie d'aller à l'école, vous savez tous, ou nous rappelons tous, c'est-à-dire quand à la fin de l'année, on voit, c'est-à-dire ce phénomène où les Algériens, ou les écoliers, ou les collégiens déchirent les cahiers parce qu'ils n'ont plus envie d'y aller à l'école. C'est-à-dire qu'on n'avait plus, moi je me rappelle, on n'avait plus envie d'aller à l'école parce qu'il n'y avait pas cette, si vous voulez, cette pédagogie ou ce système pédagogique qui nous incitait, qui nous faisait aimer l'école. C'est parce qu'il était surchargé. Et donc, on revient à la compétence de ceux qui nous gouvernent. Pour eux, ça veut dire que surcharger le programme, c'est une bonne chose pour l'écolier, alors que quand on voit les systèmes scandinaves ou des systèmes qui sont beaucoup plus évolués, les résultats, ou c'est-à-dire l'efficacité de l'éducation, de l'enseignement, ne réside pas dans la charge du programme, mais plutôt dans l'efficacité, dans l'efficience, dans la pertinence de ce programme. Alors que nous, on a des matières, on a toutes les matières, je ne sais pas, on touche à tout, mais on touche à rien, si vous voulez. Et puis voilà, donc je pense que l'essentiel, c'est d'attaquer
c'est-à-dire le fond du programme algérien, et puis de donner assez de moyens. Mais chose que ce pouvoir-là n'est pas capable de faire aujourd'hui, il faut bien qu'il alloue le budget à d'autres considérations qui lui sont vitales, comme c'est-à-dire la défense nationale. Merci Azoua. Vous restez avec nous, Majid Hachour. Nous allons écouter M. Belabed, le ministre de l'Éducation nationale. قطاع التربية الوطنية جاهز لاستقبال ما يقارب 12 مليون تلميذ وتلميذة في هذا اليوم، وتحضير الدخول المدرسي شرع فيه ابتداء من شهر نوفمبر 2023. وتحضير الدخول المدرسي لا يقتصر على قطاع التربية فقط، لكن هي كل حكومة تشتغل وتحضر للدخول المدرسي والدخول الاجتماعي، ونحن جاهزون. وسيلج إن شاء الله أبناؤنا في هذا اليوم مقاعد مدارسنا ومقاعد دراسة. بالنسبة للولايات التي لحقت بها أضرار، المؤسسات التربوية التي لحقت بها أضرار جراء أمطار غزيرة، أطمئنكم أن الحكومة قامت بكل الإجراءات لإعادة تأهيل بعض المؤسسات المتضررة. كل الولايات وعلى رأسها ولاية بشار، ولاية نعامة خاصة في عين صفراء، ولاية العباس، ولاية بسار، وبعض الولايات الأخرى. كل المؤسسات هي تمت إعادة تأهيلها، وهي اليوم تستقبل كل أبنائنا ما عدا مدرسة ابتدائية واحدة في بلدية الدبابة، مدرسة السادات الشيخ، التي تم تحويل أبنائنا منها لأنها أصبحت خارج الخدمة. Majid Hachour, 12 millions d'élèves, d'écoliers, c'est beaucoup, Allah Ibarak. C'est la population de la Tunisie et du Belgique. Mais ce n'est pas une raison. En même temps, tu vois, pour dire qu'en 2024 encore, il y a des classes qui sont surpeuplées. Il y a des classes qui sont délabrées, surtout dans le sud après des dernières inondations. Son discours parce que il y a mauvais son. Je ne sais pas ce que vous m'entendez, El Hussein. Oui, très bien. Très bien. Non, j'ai pas entendu toute la totalité de son discours, mais je dirais que c'est pour ça que je ne pourrais pas commenter vraiment, moi, mais je dirais que cela, c'est un discours de circonstance, parce que quand je dis que j'ai mon fils. Majid, vous êtes sur place, Majid, vous êtes sur place, vous êtes à Tizi Ouzou, vous êtes en Algérie, vous connaissez, vous voyez. Justement, j'en viens. Je suis en train d'y venir. Donc, j'ai un enfant en deuxième année primaire. Il vient de passer en deuxième année primaire. J'ai vu dans ses livres. En première année, Al-Jazair Watani, ça c'est normal. Al-Arabiyya, Lougati الوحيدة العربية والإسلام ديني. Moi, l'Arabie, l'Ourati, donc, alors qu'à l'orée de l'officialisation de Mazir, on parle encore d'une seule langue, d'une seule dimension, à savoir l'arabe. C'est pour ça que on pourra parler, on pourra discuter des heures et des heures, mais le problème est que le problème, il est dans la refondation de l'État. C'est vrai que l'éducation, c'est très important. L'école, elle est très importante dans tous les pays, mais une école qui n'est pas suivie ou qui n'est pas comment dirais-je, soutenue par une refondation nationale, une refondation politique, on n'arrivera à rien. Remarquez ce qui s'est passé depuis 62. Chaque ministre, il y a eu un ministre, bien sûr, il y a eu des ministres, bien sûr, qui étaient vraiment désignés pour arabiser, comment dire, l'herbe et les montagnes, et même les pierres. Il y a eu des ministres qui exécutaient certaines, comment dire, consignes de leurs supérieurs, sans arriver à rien. Il y a un travail de destruction de l'école qui a été entamé depuis de 62 et qui continue, qui en a le bénéfice, qui en bénéficiera, qui ça bénéficie, on sait pas. Toujours est-il que, si vous remarquez que l'enseignement de 70,
est meilleur que celui de 80. Celui de 80 est meilleur que celui de 90. Celui de 90 est meilleur que celui de 2000. Et celui de 2000, il est meilleur que ce qu'ils en donnent actuellement. Mais le problème, il est où? Il parle de surcharge, il parle de manque de moyens. Moi, je dirais que 5 ans durant lesquels ils sont attelés à écraser le Hirak et à écraser le citoyen, 5 ans d'un programme d'oppression et de répression, normalement, ils gagneraient à se taire. Ils gagneraient à se taire. Parce que je dis bien qu'aujourd'hui, violence, etc., on a récolté que ce que l'on a semé. Quand je parle de refondation nationale, pourquoi on s'acharne à nous donner une idéologie islamo-conservatrice? Pourquoi à chaque fois qu'il y a du nouveau, on pourrait critiquer par exemple Ben Gabrit. On pourra la critiquer. Mais rappelez-vous l'épisode de Basmala. Le fait qu'elle ait enlevé le Basmala, il y a l'axe islamo-conservateur qui s'est levé. Il ne s'est pas levé contre Bouteflika. Il ne s'est pas levé contre le détournement. Il ne s'est pas levé contre les voiles. Mais il s'est levé contre Ben Gabrit rien que parce qu'elle a enlevé le Basmala. Parce qu'il y a un système. Il y a un système, à défaut de refondation nationale, il y a un système qui est en train d'abrutir le citoyen algérien. De l'abrutir à dessein, bien sûr. Et quel dessein? C'est de lui enlever sa citoyenneté, c'est de lui enlever sa conscience, c'est de lui confisquer son histoire. Alors s'ils veulent vraiment un programme, s'ils veulent une école, le temps presse et on doit procéder à une refondation nationale. Et pour cela, il faudra des débats nationaux. Et pour qu'il y ait des débats nationaux, il faut toujours qu'il y ait de l'ouverture politique, de l'ouverture médiatique, de la liberté d'expression pour qu'il n'y ait ni violence, ni abrutissement, ni retour en arrière. Merci Majid Hachoul. Restez avec nous. Kamel Mourtfi, je reviens vers vous après cette petite vidéo. بمناسبة الدخول المدرسي والاجتماعي وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر منتشرة عبر كامل إقليم الاختصاص بهدف تأمين هذا الحدث من خلال تكثيف النشاط الميداني والعمليات لتأمين كل المؤسسات التربوية وكذا الأشخاص والمتمدرسين وتأمين شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم الاختصاص. بالإضافة إلى أن المجموعة الإقليمية وضعت جملة من الإجراءات الأمنية لضمان الانسيابية المرورية من خلال الانتشار الأمثل والمدروس لوحدات وسرايا أمن الطرقات وفرق أمن الطرقات بما في ذلك فرقة حماية الأحداث التي سترافق اليوم أبناءنا. من هذا المنبر ننصح مستعملي الطرقات بالتحلي بالحيطة والحذر، احترام قواعد السياقة السليمة، وسائط التواصل والاتصال للدرك الوطني موضوعة تحت تصرف الجميع، الرقم الأخضر 1055. من هذا المنبر أيضا مستعملي الطرق التبليغ عن أي تصرف أو فعل غير لائق أو طائش للسواق أو مستعملي الطريق المتهورين بدون تردد. بهذه المناسبة الدرك الوطني يتمنى للجميع ولكل المتمدرسين أبنائنا وبناتنا دخول اجتماعي آمن وموفق إن شاء الله. يعني بكل صراحة فرحة لا توصف. Kamel Mourtfi, voilà la présence de la gendarmerie donc pour sécuriser cette rentrée scolaire. Ce point aussi a suscité le débat sur les réseaux sociaux, surtout que nous avons vu justement des gendarmes qui portaient leurs armes dans une école, je ne sais pas, que de la loi dans ce cas, mais ça pose problème, Kamel Mourtfi. Sinon, l'école algérienne, Kamel, elle fait le bonheur de plusieurs universités occidentales. C'est que pour la préparation de cette émission, j'ai consulté un peu les données qui existent sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur le web, pour voir un peu ce qui se passe dans d'autres pays pour comparer l'Algérie. Parce que on regarde le premier problème en Algérie, d'abord en dehors de, on peut l'approcher sous plusieurs angles et à plusieurs aspects dans le système éducatif qu'on peut discuter. Mais on va laisser le côté pédagogique aux spécialistes et on va critiquer ce qu'on peut critiquer selon nos capacités, selon nos connaissances.
j'ai questionné un peu la durée des vacances des vacances scolaires dans tous les pays. J'ai vu dans les pays de l'OCDE. Dans les pays de l'OCDE, c'est l'Organisation de la coopération et du développement économique, donc représentée par les 31 nations très développées en économie, développées. C'est-à-dire que c'est le poids réellement. L'Américain, le Canada, le Français, l'Angleterre et tout ça. Bon, ben, j'ai trouvé que il y a tous les chiffres pour tous les pays. Vous avez le nombre d'heures par jour d'enseignement, vous avez le nombre de jours par année d'enseignement qui est à peu près en moyenne de 190 jours et ça va de 160 à 200 jours dépendamment des pays. Et le pays le plus qui a plus de jours d'enseignement, c'est l'Israël qui a 200 jours. Et vous avez le nombre d'heures par semaine, par jour pour l'acquisition de connaissances et tout ça. Vous avez la durée des vacances et l'impact des vacances sur les capacités cognitives des enfants. Parce qu'un enfant, il a ses capacités d'apprentissage. Plus il y a les vacances, si on ne les adapte pas de telle façon à lui donner du repos pour qu'il apprenne mieux, si on prolonge les vacances comme on le fait en Algérie, les vacances d'été qui dépassent 3 mois. Et je n'ai pas trouvé un pays au monde qui dépasse 60 jours de vacances d'été. C'est vrai, oui. Mais l'Algérie, on a 3 mois. En Algérie, c'est 3 mois, oui. C'est 3 mois et demi. Ça veut dire que sur le plan pédagogique, vous consultez n'importe quel psychopédagogue, il va vous dire, plus on prolonge la durée des vacances, plus on affaiblit les capacités cognitives de notre enfant. Ça veut dire qu'on l'éloigne on le fait détester l'école de plus en plus. On le rend difficile la compréhension de l'apprentissage des connaissances. Donc, tous ces aspects-là ne sont pas tenus compte par le système éducatif parce que c'est une gestion à l'improvisation. Ils font de la gestion sur place. Maintenant, je connais certains amis qui sont dans les syndicats en Algérie et je ne serai pas leur meilleur ami, ils vont m'attaquer certainement. Mais la réalité, elle est là. Un autre problème qui se pose, la qualité de l'enseignement. Je vais vous parler de la qualité de l'enseignement. L'école algérienne, elle est figée à la mentalité du 12e et 13e siècle, quand il est figé à cette époque-là, quand Averroès a parlé de l'intégration de l'esprit critique dans l'enseignement et aussi dans l'approche par rapport à la religion. Et Mohamed Harkoun parle de Jahl al-Muqaddas, la sacralisation de l'ignorance sacralisée. Et l'école algérienne est un bel exemple de Jahl al-Muqaddas, est un bel exemple de la sacralisation de l'ignorance, parce que l'école algérienne aujourd'hui, elle est otage d'un courant obscurantiste. Je ne parle pas d'islamistes, hein. Je connais des islamistes qui ont l'esprit scientifique et ils ont la religion dans leur tête, ils ont la science, il n'y a pas de souci. Mais je parle des obscurantistes. Aujourd'hui, en Algérie, ils sont majoritaires dans le système éducatif qui empêchent l'émergence de l'esprit critique chez les enfants algériens. Parce que mes enfants, moi, j'ai bien fait de les avoir eu au Canada parce que quand j'étais en Algérie, j'ai refusé de scolariser mes enfants en Algérie parce que je sais à quoi ils vont avoir affaire. Mais revenons à l'essentiel. Le Jahl al-Muqaddas en Algérie, dans l'école algérienne, elle est véhiculée en majorité par le personnel qui structure l'ossature de l'enseignement dans tous ces paliers. Écoutez, quand on tolère des enseignants qui enseignent Adab al-Qabr, quand on tolère des enseignants qui... Non, soyons sérieux. Où est-ce qu'il est le pouvoir dans tout ça? Où est-ce qu'il est l'objectif de l'école dans tout ça? Je n'ai rien contre la religion. Mais quand on essaye de maintenir la société dans l'ignorance, on leur apprend que apprendre l'esprit critique est haram, ça je l'ai écouté. Devant le regard du pouvoir en place, moi ça me fait peur. Et sur le plan... Kemal, et sur le... Oui, allez-y. Vas-y.
Non, je parlais justement sur les plans de moyens. Parce que justement, on a vu beaucoup de critiques hier, aujourd'hui sur les réseaux sociaux par rapport aux moyens, par rapport aux écoles, par rapport aux classes d'écoles qui sont pas prêtes. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Par rapport aux fameuses tablettes dont le ministre parlait depuis, même Jarrad, il parlait de ça, le premier ministre de Tebboune. 5 ans après, il n'y a rien de tout ça. La venue de Tebboune depuis 2012, depuis 2019 à ce jour, n'a rien changé au système. Sinon la régression. Elle a imposé la régression parce que elle a négligé l'État. Elle a négligé l'État, elle a négligé les structures de l'État dans le système éducatif pour justement asseoir son pouvoir. Donc rien n'a été fait. Ce qui existait durant le règne de Bouteflika, il est en décadence. Il se dégrade. En plus de ça, il y a l'absence de l'État dans le contrôle de ces écoles, du système éducatif, qui est laissé entre les mains des charlatans. Nous le voyons. Ils organisent des halaqat pour tourner autour de la Kaaba dans des écoles. Et nous allons quand même, c'est pas avec ça que nous allons être Qouadariba. Laissez ça aux écoles coraniques, dans les mosquées. Laissez ça dans... Non, vous avez des mosquées, vous avez des centres culturels islamiques, ils vont s'occuper de ça. Mais laisser l'école entre les mains des charlatans, ça, c'est le plus dangereux. Maintenant, vous me parlez des moyens. Si on rentre dans les moyens que ce soit d'infrastructure ou les moyens didactiques, les moyens pédagogiques, souvenez-vous, Bouteflika... La restauration, le transport, le ramassage scolaire, tout ça, il faut en parler. Tout ça, rien n'a été fait durant le règne de Tebboune. Ça a été des promesses pour endormir le peuple, mais rien n'a été fait. Plus encore, aujourd'hui, les écoles sont aussi offertes aux trafiquants de drogue. Nos enfants sont exposés, ils sont surexposés à la consommation de drogue. Et dans l'absence, j'aurais aimé ces gendarmes qu'on montre pour normaliser la présence militaire dans les écoles. J'aurais aimé les voir dans la lutte contre la drogue dans les enceintes des écoles. J'aurais aimé les voir s'attaquer aux barons de drogue qui tentent de créer une accoutumance chez nos jeunes en distillant la drogue dans les abreuvoirs des écoles. Parce que quand l'enfant est habitué dès son jeune âge à la dépendance de la drogue, il devient un consommateur, il devient un client de ces barons qui sont au pouvoir. Donc, j'aurais aimé que la gendarmerie joue son rôle dans ce domaine-là. Mais non, parce qu'ils ne veulent pas des sociétés éduquées, ils ne veulent pas des sociétés intelligentes, ils ne veulent pas des sociétés qui ont l'esprit critique, ils veulent des sociétés soumises et loin pour justement consommer le discours du pouvoir. Voilà, merci. Merci Kamal Mourtfi. Azwa, est-ce qu'il y aurait une relation, un lien, un rapport entre le système éducatif justement et le système politique? Oui, absolument, Hussein. Vous savez, c'est le politique qui décide de tout. Quand on dit que le politique, c'est vrai qu'on a tendance à séparer les secteurs et tout, mais c'est-à-dire que les décisions, elles sont au final politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le secteur en tutelle de l'éducation, c'est le ministère de l'Éducation. Mais le ministère de l'Éducation, le ministre, c'est lui qui prend les décisions, si vous voulez, stratégiques concernant le secteur de l'éducation. Et le ministre, c'est un poste politique. Donc, bien évidemment, la politique, c'est-à-dire c'est la chose publique, elle se mêle de tout. Et ce qui est bien d'ailleurs, heureusement d'ailleurs qu'il y a de la politique. C'est-à-dire que, contrairement à nous, c'est la militarisation. Après, pour expliquer un peu ce dont vous avez parlé tout à l'heure, il y a une forme d'alliance en Algérie, hein, si on peut l'expliquer, une forme d'alliance entre le militarisme et l'islamisme. Je m'explique. Alors, quand je parle islamisme, je ne parle pas pour que nos téléspectateurs comprennent, je ne parle pas de l'islam en tant que religion. Je parle, c'est-à-dire l'islamisme, c'est-à-dire c'est cette intention ou l'instrumentalisation d'une religion à des fins politiques. C'est-à-dire l'islamisme, c'est cette idéologie qui croit que l'islam a besoin d'un pouvoir politique pour se pérenniser.
C'est ça, en fait, l'islamisme, pour que nos téléspectateurs comprennent. Ce n'est pas l'islam en tant que religion. La religion, on peut parler de l'islam, c'est la religion de pratiquement de tous les Algériens, même si on n'a pas les chiffres, mais dans les pratiques, c'est pratiquement de tous les Algériens. Mais l'islamisme, il y a cette forme d'alliance qui est tacite, qui parfois, qui n'est pas, il n'y a pas un contrat écrit, mais c'est-à-dire c'est une forme, un contrat tacite entre le militaire et l'islamisme. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y a le pouvoir passe par c'est-à-dire une mauvaise passe, donc par une fragilité, il trouve une frange de la société qui est arabo-islamiste pour le soutenir. On se rappelle tous de l'Badissi novembarien, c'est-à-dire c'était le premier soutien au pouvoir algérien quand elle était contestée par la population. Donc il fallait qu'il leur rende l'ascenseur à un moment. Et on rend l'ascenseur à l'arabo-islamisme par quoi? Donc, ils se partagent le pouvoir avec le militaire. Oui, mais là, là on parle des enfants. La victime, c'est qui? C'est qui les victimes? C'est nos enfants, justement. Alors, j'y arrive. Quand il n'y a pas de moyens, quand il n'y a pas de ramassage scolaire, quand il n'y a pas de restauration, quand les classes ne sont pas chauffées, un enfant, il ne va pas chercher qui est l'islamiste, qui est le démocrate. Non, c'est primordial, parce que Maître Hachour a souligné un point qui est très important, c'est-à-dire c'est la dégradation de l'enseignement en Algérie. C'est-à-dire qu'on était beaucoup plus pertinent, beaucoup plus qualitatif c'est-à-dire à la sortie de l'indépendance, voilà, donc en 62, qu'aujourd'hui. Donc j'y arrive. C'est-à-dire cette alliance a mis en otage l'école algérienne. C'est-à-dire que l'école algérienne, il n'est plus, elle est otage de l'idéologie. Il n'est pas, ça veut dire, si vous voulez, c'est-à-dire, on ne promeut pas l'esprit critique. C'est-à-dire, on ne laisse pas les spécialistes de la pédagogie s'occuper de nos enfants. Au contraire, il est otage de l'idéologie. Et là, Maître Hachour a cité tout à l'heure le Basmala. Mais je peux vous citer tellement d'exemples où, quand on a voulu, par exemple, introduire la Darija, il l'a cité tout à l'heure, Maître Hachour, par la ministre Ben Rabbarit. On a voulu introduire la Darija. La Darija, ce soit la Darija algérienne, dans toutes ses diversités, qui s'est dressée contre cette proposition. C'était les arabo-islamistes au sein du pouvoir qui ne voulaient pas de ça. Alors que, quand on approche la chose d'une manière pédagogique, c'était ce qui est peut-être plus pertinent pour c'est-à-dire l'enfant algérien qui est algérien. Et où est Azwa? Où est la sortie Azwa ou la solution? On a 3 minutes. L'école algérienne est otage aujourd'hui à cause de cette alliance entre les militaires et les islamistes. Les militaires, ils ont le pouvoir politique et économique, et les islamistes, ils ont le pouvoir sur l'école et la société. La solution, c'est de ne plus laisser cette école otage d'une idéologie, peu importe qu'elle soit progressiste ou conservatrice. Il faut qu'elle soit, ça veut dire, une école républicaine qui répond c'est-à-dire aux besoins, c'est-à-dire pédagogiques. Aujourd'hui, il y a des scientifiques, il y a des sociologues, des pédagogues, il y a des scientifiques dans tous les domaines qui peuvent accompagner cette transition vers une école formatrice de compétences. Mais si on reste otage de l'idéologie, on récolte aujourd'hui les conséquences. On a parlé tout à l'heure de la violence. Une des sources de la violence, c'est l'école. Quand on élève les écoliers à l'intolérance, on récolte la violence dans la société. Donc je pense que... Merci Azwa, vous restez avec nous. Majid Hachour, dernier mot Majid Hachour par rapport justement à cette violence, comment sortir de cette société violente à une société apaisée? Répéter, il est plus qu'urgent, il est plus que... C'est pressé, on est pressé, il est plus que urgent que de rétablir le droit et l'état de droit, que de rétablir les libertés, que de rétablir la liberté d'expression, que d'ouvrir le champ politique, le champ médiatique, que de rétablir, que d'annuler et comment dire, amender toutes les lois liberticides. Il est plus que
primordial, il est plus qu'urgent que de libérer l'école. En libérant l'école, on libère l'enfant parce que eux, ils parlent de Tanmiya, le développement. Le développement est un droit, mais ils savent pas que le droit au développement a pour but l'épanouissement de la personne humaine. Et l'épanouissement de la personne humaine passe par ses libertés culturelles et sociales et économiques. La liberté, il est temps, il est primordial, il est urgent qu'on libère cette société. Regardez bien, ils ont parlé du dialogue. Où en est-on du dialogue? Remarquez, son premier conseil de ministre, il avait comme objet quoi? Des sujets accessoires. Nous, on demande, on interpelle ceux qui commandent actuellement. Il est nécessaire, il est plus que responsable que de rétablir les droits et simplement les droits. Arrêtons d'avoir peur de ce peuple qui a tant prouvé. Arrêtons d'avoir peur de ses choix. Arrêtons de l'empêcher de rêver. Donnons-lui une chance. Donnons une chance à ce peuple et vous verrez les miracles qui vont s'accomplir. Et vive l'Algérie comme d'habitude. Merci Majid Hachour, يعطيك الصحة. كمال مختفي, donner la chance aux jeunes, comment? Je l'ai toujours dit à plusieurs reprises, à plusieurs personnes qui sont venues ici au Canada, je leur ai dit, regardez la société, comment elle fonctionne, regardez notre société en Algérie, comment elle fonctionne. C'est quoi la différence? N'importe quelle société, qu'elle soit américaine, canadienne, française, vous enlevez les lois, vous les changez, la société change. Donc, pour rétablir les choses en Algérie, il faut créer les conditions, les meilleures conditions qui vont permettre à la société de s'organiser et de mieux vivre. Parce que la démocratie, c'est la seule façon d'élaborer des lois qui vont faire fonctionner la société dans l'harmonie et dans la paix. Tant qu'on impose les choses à la société va les rejeter. Et ce rejet va conduire à la violence, va conduire à l'instabilité. Donc on ne peut pas imposer à une société, mais on doit demander à la société de participer à la construction de sa société. Comment? Par la démocratie. Pour élaborer des lois, il faut lui donner le choix d'élire ses députés, de choisir son président, de choisir son gouvernement. Et les lois qui vont être votées, ils vont les accepter pendant le mandat. Après, un autre mandat, on peut changer les choses. C'est tout. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est comme ça que fonctionnent les sociétés occidentales, les sociétés là où il y a la stabilité sociale. Et si on veut que l'Algérie fonctionne comme ça, la recette, elle est connue, c'est la démocratie. Sinon, ça va être toujours l'instabilité. Et on le souhaite. Merci beaucoup. Merci Kamal Mokhtifi, merci Zouaou Chemrouk, merci Maître Majid Hachour, merci à vous toutes et à tous. On arrive à la fin de cette émission. Et Madinana, salam alaikum.